Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Sociales de KPMG, le rendez-vous radiophonique spécialement dédié au droit social, pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale chaque fois que nécessaire, et aussi mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Nous sommes le mardi 21 juin 2022, au micro, Dirk Bogart et Alban Eglinger. Bonjour Dirk. Bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous. Au programme de cette émission aujourd'hui, le grand angle sera consacré aux nouvelles formes d'organisation du travail et nous aborderons notamment la situation des travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique. Dans notre tour d'horizon de l'actualité sociale, nous aborderons 2 arrêts récents relatifs à la caractérisation des difficultés économiques et au rôle du comité social et économique en cas d'inaptitude du salarié. Voilà, vous avez le programme de cette nouvelle édition des Sociales, c'est parti. Le grand angle. Commençons le grand angle qui porte donc sur les nouvelles formes d'organisation du travail. Ce terme de nouvelle organisation du travail fait immédiatement penser aux entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme, mettent en relation, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, la fourniture d'un service, l'échange ou le partage d'un bien ou d'un service. Le législateur a déjà cherché à encadrer cette nouvelle forme de travail sans remettre en cause le fait que les travailleurs de plateforme étaient, a priori, des indépendants, tout en leur octroyant des droits. La question reste toutefois délicate, Dirk. En attestent les nombreux rapports sur le sujet et surtout les litiges récents relatifs notamment au régime social de ces travailleurs ou à l'éventuelle requalification de leur contrat en contrat de travail. En effet, Alban, de façon assez étonnante, le Code du travail comprend des dispositions qui concernent les travailleurs indépendants qui recourent pour leur activité professionnelle à une ou plusieurs plateformes électroniques de mise en relation telles que vous venez de les présenter. Ainsi, le Code prévoit des obligations à la charge des plateformes qui doivent assumer une responsabilité sociale à l'égard de ces travailleurs indépendants. Le Code comporte également des mesures de protection supplémentaires lorsque ces travailleurs relèvent du secteur de la mobilité. Effectivement, il est surprenant que le Code du travail comporte des dispositions applicables à des non-salariés. Faut-il en déduire que le législateur a pris parti sur la qualification de ces travailleurs des plateformes numériques ? A-t-il écarté la qualification de contrat de travail ? Sur le sujet, le législateur est longtemps resté timide. Toutefois, en 2019, la loi d'orientation des mobilités a cherché à sécuriser la relation entre certaines plateformes et les travailleurs indépendants qui y avaient recours. Les travailleurs visés étaient ceux qui assurent la conduite d'une voiture de transport ou la livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à 2 ou 3 roues, motorisé ou non. La loi mettait en place un mécanisme juridique assez complexe dont l'objet était de réduire les risques de requalification en contrat de travail, mais ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Pour aller à l'essentiel, la loi envisageait le système suivant. Les plateformes pouvaient adopter unilatéralement une charte déterminant d'une part leurs obligations à l'égard des travailleurs au titre de leur responsabilité sociale, et d'autre part, les droits et les obligations de ces travailleurs. Et si cette charte était homologuée par l'administration, alors son établissement et le respect de ces dispositions n'auraient pas pu caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique, critère du contrat de travail, entre la plateforme et les travailleurs. Autrement dit, la loi prévoyait une sorte de donnant-donnant. D'un côté, la plateforme prenait par cette charte unilatérale des engagements favorables aux travailleurs, mais de l'autre, elle définissait leurs conditions de travail et le juge n'aurait pas pu s'appuyer sur ces conditions pour requalifier la relation, alors que c'est normalement le principe en droit du travail. C'est ce mécanisme qui a été invalidé par le Conseil constitutionnel en décembre 2019. Oui, et pour résumer la décision, le Conseil a estimé que le caractère unilatéral des chartes donnait aux opérateurs de plateforme une influence excessive sur la qualification de contrat de travail, puisqu'elle pouvait définir des conditions de travail que le juge n'avait plus le droit de prendre en compte. Or, c'est le législateur qui est compétent en matière de qualification de contrat de travail. Dirk, où en est-on aujourd'hui s'agissant de la qualification de ces relations de travail ? Eh bien, la question est incertaine, elle n'est pas vraiment encore tranchée. Le Code du travail ne dit pas que les travailleurs des plateformes numériques sont nécessairement des travailleurs indépendants. Il définit seulement le régime applicable aux travailleurs indépendants qui exercent leur activité en lien avec ces entreprises et il leur octroie plusieurs droits en matière d'accident du travail, de formation professionnelle, de liberté syndicale.
est même prévu un droit de cesser de façon concertée l'activité sans s'exposer à des mesures de rétorsion, une sorte de droit de grève. Évidemment, tout cela peut faire penser que le législateur est plutôt favorable au statut d'indépendant. Mais cela n'empêche pas les tribunaux de considérer que des travailleurs de plateforme peuvent être requalifiés en salariés. Il est en effet difficile d'ignorer des arrêts récents en ce sens. L'arrêt le plus remarqué est sans doute l'arrêt Uber de mars 2020, dans lequel la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui considérait que le statut d'indépendant d'un chauffeur Uber était fictif compte tenu de ses conditions réelles d'activité. Dans cet arrêt qui a marqué des esprits, les juges se sont appuyés sur un faisceau d'indices. Et parmi ces indices les plus révélateurs, je citerai notamment qu'en intégrant le service Uber, le chauffeur ne se constitue aucune clientèle propre. Il ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d'exercice de sa prestation de transport. Deuxième élément, il ne peut pas librement choisir son itinéraire. Troisième élément, la société pouvait déconnecter temporairement le chauffeur à partir de 3 refus de course. Et ce chauffeur pouvait même perdre l'accès à son compte en cas de comportement problématique. En d'autres termes, il n'était pas, selon les juges, vraiment indépendant et on retrouvait les critères classiques du contrat de travail. Effectivement, la Cour d'appel, avec l'approbation de la Cour de cassation, a retenu que le chauffeur exécutait son travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, et que dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif. Tous les critères du contrat de travail étaient donc réunis. Il faut toutefois souligner, à mon sens, à propos de cet arrêt, que la Cour de cassation a publié certains documents qui suggèrent un certain embarras. Une note soulignait ainsi que le droit français, contrairement à des droits étrangers, adopte un système binaire. Un travailleur est soit indépendant, soit salarié. Or, la Cour de cassation soulignait qu'au Royaume-Uni, par exemple, la solution est différente, puisqu'il existe un statut intermédiaire, celui de workers, une sorte de troisième voie. Et si cette troisième voie avait existé en France, peut-être la Cour de cassation l'aurait-elle empruntée. Ce que vous venez de dire, Dirk, me semble très important, car cela permet de penser que la question n'a pas été définitivement tranchée avec cet arrêt Uber. D'ailleurs, est-ce la dernière décision marquante sur ce sujet ? Dans ce domaine, la jurisprudence récente est véritablement contrastée. Vous connaissez ce jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris en avril 2022, dans lequel la société Deliveroo France a été jugée coupable du délit de travail dissimulé et a été condamnée à ce titre à payer une amende de 375 000 €. Les juges ont estimé que la société de livraison de repas avait intentionnellement eu recours à des travailleurs indépendants, alors que ceux-ci exerçaient en réalité leur activité sous un lien de subordination juridique. Et il faut noter que la condamnation n'a pas frappé que la personne morale employeur. 2 dirigeants et un directeur opérationnel ont également été condamnés à des peines de prison et d'interdiction de diriger des sociétés avec sursis. Une nouvelle décision qui reconnaît l'existence de contrats de travail pour les travailleurs de plateforme. Mais comme vous le disiez, Dirk, la jurisprudence est assez contrastée. Oui, Alban, car la Cour de cassation vient de rendre un arrêt, le 13 avril 2022, dans lequel elle désapprouve une cour d'appel qui avait pourtant requalifié la relation entre un chauffeur VTC et une plateforme en contrat de travail. La Cour d'appel avait retenu divers éléments pour prononcer cette requalification. Le chauffeur n'avait pas le libre choix de son véhicule. Un GPS permettait à la société de le localiser en temps réel et d'assurer un contrôle permanent de son activité. Le montant des courses était déterminé par la plateforme qui pouvait d'ailleurs en modifier unilatéralement le prix. Et enfin, cette plateforme aurait disposé d'un pouvoir de sanction à travers le système de notation des clients. À peu de choses près, cette motivation ressemble à celle qui a été retenue dans l'arrêt Uber. On peut sans doute trouver quelques différences, mais il est très intéressant de constater que dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que les éléments que je viens de citer étaient insuffisants pour caractériser l'existence d'un contrat de travail. La requalification ne semble donc pas automatique et un vrai débat judiciaire peut exister. Il convient donc dans chaque affaire d'examiner très précisément les conditions réelles d'activité du travailleur. Cette approche au cas par cas ne sécurise personne. Pour finir, il faut noter que l'actualité en matière de plateforme est aussi normative. En effet, le Code du travail prévoit un dialogue social entre les travailleurs et les plateformes du secteur de la mobilité. 2 ordonnances récentes ont été adoptées dans ce domaine. Oui, une première ordonnance du 21 avril 2021 a déterminé les règles qui permettent d'identifier les associations et les syndicats qui sont représentatifs et qui peuvent, à ce titre, défendre les intérêts des travailleurs dans le cadre de ce dialogue social. Les élections en ce sens doivent se tenir tous les 4 ans
Et le premier scrutin vient d'avoir lieu en mai 2022. La participation a certes été très faible, mais 7 organisations étaient dites représentatives dans le secteur des VTC et 4 dans le secteur de la livraison. Ajoutons en guise de conclusion qu'une ordonnance du 6 avril 2022 complète ce système. Elle détermine les modalités permettant d'identifier les organisations professionnelles représentant les plateformes et définit les règles de la négociation au sein du secteur de la mobilité. Quittons désormais la question des plateformes pour envisager plus généralement d'autres formes d'organisation du travail. À titre d'exemple, lorsque les collaborateurs habilités par des agents immobiliers ne sont pas salariés, la loi impose l'adoption du statut d'agent commercial. Cependant, tout comme pour les plateformes, des risques de requalification existent pour de tels collaborateurs. Dirk, la présomption de non-salariat prévue dans le Code du travail assure-t-elle une certaine sécurité aux entreprises ? Il faut expliquer en quoi consiste cette présomption. Le Code du travail prévoit qu'une personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou encore auprès de l'URSSAF, en tant que travailleur indépendant, est présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, dès lors qu'elle exerce l'activité qu'elle a déclarée. Cette présomption s'applique donc, par exemple, aux chauffeurs VTC qui se sont formellement déclarés comme indépendants ou aux agents immobiliers que vous évoquiez il y a quelques instants et qui ont adopté le statut d'agent commercial. Cependant, ce n'est qu'une présomption simple et elle peut donc être renversée. Force est de constater que ce renversement est aisé. C'est malheureusement vrai. Selon les textes, la présomption cède lorsque les personnes en cause fournissent des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Cette condition de permanence a soulevé des débats. On pourrait penser, par exemple, qu'un chauffeur VTC n'est pas subordonné de façon permanente puisqu'il n'est pas obligé de se connecter à la plateforme. Cependant, la Cour de cassation a simplement écarté l'adjectif en estimant que la présomption cédait si un travailleur apportait la preuve d'un lien de subordination juridique. Autrement dit, la présomption a très peu de poids. Les travailleurs sont présumés indépendants, sauf s'ils arrivent à prouver qu'ils sont salariés. Ce texte n'apporte donc pas de réelle sécurité juridique aux entreprises qui font appel à des indépendants, malgré les démarches administratives accomplies. Et cette sécurité juridique est d'autant moins acquise que l'action en requalification en contrat de travail ne se prescrit pas rapidement. La Cour de cassation vient en effet de rendre un arrêt le 11 mai dernier qui apporte 2 enseignements. La personne qui se prétend salariée dispose d'un délai de 5 ans pour demander la requalification. Et surtout, le point de départ de ce délai de 5 ans est la date de la fin de la relation contractuelle dont la qualification est contestée. Effectivement, cela ne met pas à l'abri les entreprises qui ont légitimement pu se tromper sur la nature du contrat, tant les frontières entre contrat de travail et indépendance sont floues pour certaines formes de travail. Nous restons évidemment à disposition des auditeurs pour les éclairer sur ces questions et notamment pour les sécuriser autant que cela est possible. L'actualité sociale. Après ce grand angle, poursuivons cette émission avec notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité sociale qui nous conduit à aborder 2 arrêts récents. L'un porte sur l'inaptitude des salariés et l'autre sur les licenciements pour motif économique. Commençons, Dirk, par un arrêt récent rendu le 8 juin 2022. Il éclaire la question de la consultation du Comité social et économique sur les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail. Comme vous le savez, Alban, lorsqu'un salarié est déclaré inapte, quelle que soit l'origine de cette inaptitude, l'employeur a l'obligation de rechercher des possibilités de reclassement et de recueillir l'avis du CSE sur ces possibilités. La Cour de cassation juge ainsi que cette consultation est obligatoire, même si l'employeur s'estime dans l'impossibilité de proposer un reclassement. Oui, mais cette solution concerne le point de vue de l'employeur. Or, la loi du 8 août 2016 a aussi envisagé la situation dans laquelle c'est le médecin du travail qui mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement. La question se posait donc de savoir si, dans ce cas, le comité social et économique devait quand même être consulté. Oui, et la Cour de cassation vient d'affirmer pour la première fois que lorsque le médecin du travail s'exprime en ce sens, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Et elle en déduit, fort logiquement, qu'il n'a pas alors l'obligation de consulter les représentants du personnel. Comme vous le dites, Dirk, cette solution est de bon sens et a 2 intérêts majeurs. Simplifier les obligations des employeurs et éviter des condamnations financières objectivement injustes.
Le second arrêt, rendu le 1er juin 2022, porte sur une autre disposition issue de la loi du 8 août 2016 relative à la caractérisation des difficultés économiques permettant de prononcer un ou des licenciements. Cet arrêt permet de revenir sur une disposition dont l'objet est de rendre plus facile cette caractérisation. L'article L 1233-3 prévoit notamment qu'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires démontre l'existence de difficultés économiques dès lors que la durée de cette baisse, en comparaison avec la même période de l'année précédente, dure un certain nombre de trimestres qui dépend de l'effectif de l'entreprise. Par exemple, pour une entreprise de 300 salariés et plus, comme c'était le cas dans l'affaire, la durée de la baisse doit être de 4 trimestres consécutifs. Comment apprécier cette période de référence alors qu'en l'espèce, le licenciement contesté avait été notifié au mois de juillet 2017 ? Eh bien, pour comprendre l'arrêt, il faut retenir que la Cour d'appel s'était trompée sur la période de référence. En effet, elle s'était appuyée sur la date d'engagement du projet de licenciement collectif et avait retenu que le chiffre d'affaires qui devait être comparé était celui des 4 trimestres de l'année 2016 avec le chiffre d'affaires des 4 trimestres de 2015. Or, la Cour de cassation juge que la durée de la baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires s'apprécie en comparant d'un côté le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail, et de l'autre, le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires de l'année précédente. On tire donc 3 enseignements de cet arrêt. Primo, c'est la date de la notification du licenciement qui doit être prise en compte pour déterminer à rebours le nombre de trimestres à comparer, et non la date de déclenchement de la procédure du licenciement collectif. Ce à quoi il faut veiller car cette procédure peut être assez longue. Deuxio, les trimestres s'apprécient de façon glissante et non en considération des années civiles. Dans le cas présent, il fallait donc inclure dans la période de référence le premier trimestre 2017 et le comparer au premier trimestre 2016 au vu de la date du licenciement qui a été, rappelons-le, notifié en juillet 2017. Enfin, dernier renseignement de cet arrêt, la baisse significative du chiffre d'affaires ou des commandes doit être continue durant chacun des trimestres visés par la loi en fonction des effectifs. Pour aller plus loin sur ces sujets d'actualité, vous pouvez consulter nos publications à la page de KPMG Avocat sur le site internet de KPMG. Cette édition des sociales de KPMG touche à sa fin. Merci à tous pour votre attention et nous vous retrouverons avec grand plaisir au micro de cette émission en septembre prochain. Très bon été à tous. Les sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.